Bonjour tout le monde, bienvenue à notre série de webinaires avec la participation aujourd'hui de Maître Tara Daigle-Curley. Donc, encore une fois, merci de participer en grand nombre. C'est un sujet aujourd'hui qui est fort intéressant, la loi 25. Qu'est-ce qu'on s'en va où avec tout ça? Nécessairement, avec les webinaires subséquents, on a ni plus ni moins un peu frôlé le sujet sous divers angles. Mais aujourd'hui, on a une spécialiste avec nous et je suis bien content que Maître Daigle-Curley a accepté notre invitation, fraîchement arrivé de Québec en plus, donc on est vraiment chanceux. Maître Daigle-Curley, j'ai pris le temps ce matin de poser quelques questions pour voir quel était son bagage dans son industrie, son métier. Ça fait plus de 8 ans qu'elle exerce sa profession. Puis en fait, ce que je retiens de Maître Daigle-Curley, c'est qu'elle est spécialiste dans les PME, puis tout ce qui est l'accès à l'information, la confidentialité, comment faire en sorte que l'information demeure, qu'elle soit protégée et qu'elle puisse accompagner là-dedans et de bien se tirer de jeu là, quand il arrive des incidents liés à la perte d'information. Puis aujourd'hui, ben, avec la loi 25, ben, d'avoir quelqu'un de cette trame, ça devient super important. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole, le temps de passer le micro et qu'elle puisse s'installer et puis on revient dans quelques secondes. Donc, merci à tout le monde d'être présent ce matin. Bonjour à tous. Merci beaucoup à OneSky et à M. Girard pour la présentation. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de mon sujet favori, la protection des renseignements personnels. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de matière à couvrir. Je vais essayer de vous rendre ça le plus simple possible, mais évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin de la présentation. Il y a également une période de questions qui pourront vous aider à mieux comprendre certains concepts. Donc, ce matin, on va essayer d'un peu examiner qu'est-ce que c'est la protection des renseignements personnels, pourquoi on en parle à partir de maintenant, quelles sont les obligations des entreprises pour la loi 25, puis je vais vous donner quelques petits trucs pour être capable de vous mettre en conformité avec les exigences de la nouvelle loi. Donc, sachez que c'est pas nouveau que la société se préoccupe de la protection de la vie privée. Vous le savez, vous avez entendu parler de ces sujets depuis quelques années. D'ailleurs, c'est de plus en plus médiatisé. La plupart de nos interactions professionnelles et personnelles se font d'ailleurs en ligne. Donc, il y a de plus en plus de traces qui sont laissées par les usagers de leur passage sur le web. Puis, c'est une des raisons pour lesquelles la protection de la vie privée est devenue un sujet d'importance parce qu'il y a une augmentation significative des atteintes à la vie privée à grande échelle qui sont en majorité causées par des attaques sur le web ou sur des réseaux locaux. Donc, il y a des lois qui ont été mises en place depuis, je vous dirais, au Canada depuis les années 80. Il y a différentes provinces qui ont des lois spécifiques sur la protection des renseignements personnels, entre autres le Québec, qui a d'ailleurs été un des pionniers dans l'adoption de sa propre loi sur la protection des renseignements personnels. Elle s'appelle la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Et ce matin, je vous parle de la loi 25. La loi 25, dans le fond, elle fait une mise à jour de la loi actuelle. Donc, je vais essayer de vous expliquer aussi qu'est-ce qui est nouveau par rapport à vos obligations qui étaient autrefois en vigueur. Si vous avez entendu parler du projet de loi 64, c'est un peu la même chose. En fait, c'est qu'une fois que le projet de loi devient une loi, change de numéro, change de nom. Sachez qu'un incident de confidentialité peut être assez coûteux pour votre entreprise. Il y a un institut qui fait une espèce d'étude à chaque année pour savoir auprès de petites, moyennes et très grandes entreprises combien le coût d'une atteinte de la donnée confidentielle leur a coûté. Et vous voyez sur l'écran que c'est des montants assez substantiels. Ce Privacy Incident Benchmark Report de 2021 montre que plus de 94% des incidents sont d'ailleurs involontaires et ils sont causés par une erreur humaine et non par un vol ou par une cyberattaque.
Donc, c'est aussi important que vous pensiez à des incidents qui sont un petit peu autre chose que ce que vous avez l'habitude d'entendre dans les médias, qui sont quand même assez dramatiques. Souvent, les incidents de confidentialité, ça débute à l'intérieur de votre entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est la protection des renseignements personnels? Je vous ai mis des principes. Je ne vous passerai pas les 10 parce que ça serait beaucoup trop long, mais sachez que la loi est construite autour de ces 10 principes-là depuis le début des années 80, comme je vous expliquais. Je pense que c'est très important que vous gardiez en tête le numéro 1, qui est la responsabilité. La loi 25 vient augmenter votre niveau de responsabilité en tant qu'entreprise au niveau de la collecte, de l'utilisation et de la communication des renseignements personnels. Le point 8 va être également important, puis on va y revenir dans quelques minutes. Il y a un autre point que je voulais vous parler qui était le cycle de vie de la donnée. Vous allez en entendre de plus en plus parler parce que c'est mentionné spécifiquement dans la loi. Qu'est-ce que c'est le cycle de vie de la donnée? En fait, c'est la naissance de la donnée jusqu'à sa destruction. Et la loi 25 vous donne des obligations, des exigences à remplir à tous les niveaux du cycle de la vie de la donnée, soit surtout la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels. Mais il ne faut pas oublier la conservation et la destruction. C'est d'ailleurs 2 éléments qui ont fait défaut à Desjardins quand ils ont eu leur grand incident de confidentialité dont vous avez tous entendu parler, puis on va en reparler un peu plus tard au cours de la présentation. La protection de la vie privée n'est pas synonyme de sécurité de l'information. Cette confusion est souvent faite et un responsable de la protection des renseignements personnels ou un gestionnaire d'entreprise doit être capable de les distinguer. Oui, ils ont des similarités, mais ils ne sont pas pareils. Donc, la protection des renseignements personnels comporte les 10 principes que je vous avais montrés un petit peu plus tôt, notamment le respect des droits des individus. Ils doivent avoir le contrôle de leurs renseignements personnels, puis on doit être capable de leur fournir les renseignements personnels qu'on a collectés, utilisés ou communiqués à leur sujet. On doit se préoccuper du consentement. On doit limiter notre collecte, notre utilisation et notre communication de renseignements personnels. Puis, on doit déterminer les raisons pour lesquelles on veut collecter des renseignements personnels avant de les collecter. Donc, tout ça, ça fait partie de la protection des renseignements personnels. Quand on parle de sécurité de l'information, on va plus aller dans des niveaux techniques de confidentialité, évidemment, de disponibilité de la donnée, puis d'intégrité de la donnée. Ça vient aussi faire un lien avec les équipes de gouvernance de données, si vous en avez. C'est quand même assez récent au Québec qu'on voit des équipes de gouvernance de données émerger, mais par contre, ça devient de plus en plus important avec la loi 25 parce que ces équipes vont venir comprendre le flux, l'utilisation et la qualité de toutes les données au sein de l'entreprise. Et la loi 25 vous oblige d'avoir une donnée qui est exacte, à jour et complète en tout temps lorsque vous prenez des décisions sur une personne concernée. Qu'est-ce que c'est un renseignement personnel? Bien, c'est sûr qu'on connaît les coordonnées comme l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse courriel, mais sachez que ça va beaucoup plus loin que ça. Les informations de paiement, les renseignements de santé, l'origine ethnique, la langue, la religion, l'emploi, les performances au travail, les habitudes de consommation qu'on utilise souvent à des fins de marketing, même des adresses IP ou ce qu'on appelle des Google ID, des Apple ID, peuvent être considérés comme des renseignements personnels dépendamment du contexte dans lequel ils sont utilisés. D'ailleurs, tous les exemples que je viens de vous donner ont été déterminés comme étant des renseignements personnels par les commissaires à la vie privée canadiens. Il y a quelque chose d'important à savoir, c'est qu'un renseignement personnel peut être sensible ou moins sensible. Donc, en tant qu'entreprise, non seulement vous devez savoir si vous possédez des renseignements personnels dans vos systèmes, si vous les collectez, les utilisez, les communiquez, vous devez aussi savoir si les renseignements personnels en question sont sensibles ou pas au sens de la loi. Parce que plus les renseignements personnels sont sensibles, plus ils vont nécessiter une sécurité accrue, puis il y a certaines obligations aussi qui vont vous être imposées, notamment au niveau du consentement. Donc, qu'est-ce que c'est un renseignement sensible? Bien évidemment, tout ce qui concerne l'état de santé d'une personne, les renseignements financiers,
on les connaît, on le sait que c'est sensible. Les opinions politiques, l'orientation sexuelle, le comportement en ligne. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est souvent des renseignements personnels qu'on considère comme étant moins sensibles et pourtant, les commissaires à la vie privée viennent dire que toutes les habitudes de consommation, les comportements de navigation sont des renseignements personnels sensibles lorsqu'ils sont combinés à une donnée qui permet d'identifier une personne. Les renseignements biométriques, comme les empreintes digitales, votre visage, si vous utilisez, par exemple, pour débloquer votre téléphone, entre autres, ou n'importe quel autre motif de distinction. Toute information qui est sensible par sa nature, qui vous-même vous donnerait un peu le réflexe de dire « Oh, il me semble que cette information-là, c'est assez précieux, j'aurais pas envie que tout le monde le sache. » Bien, vous pouvez vous dire que c'est nécessairement un renseignement personnel sensible. Je parlais justement avec M. Girard avant la présentation d'un client qu'on avait qui donnait des coupons d'aide alimentaire, mais qui n'avait pas fait le lien que ce renseignement personnel-là était un renseignement personnel sensible, alors que pourtant, ça vient identifier une population vulnérable. Donc, c'est très important de se poser toujours la question si nos renseignements personnels sont sensibles ou pas. Un autre point important à garder en tête, c'est la question du consentement. Le consentement, c'est la pierre angulaire de toutes les lois sur la protection des renseignements personnels au Canada. Sachez que ce n'est pas la même chose si vous faites affaire dans d'autres pays. Et on doit toujours obtenir le consentement de la personne avant de collecter, utiliser, communiquer, conserver de l'information personnelle à son sujet. Et le consentement doit être obtenu auprès de cette personne et non pas auprès d'un tiers. Donc, en théorie, chaque fois que vous avez à collecter, utiliser ou communiquer de l'information, vous devriez avoir demandé un consentement clair où est-ce qu'on vient identifier toutes les raisons pour lesquelles on veut collecter et utiliser l'information. Donner à la personne une option de potentiellement retirer son consentement et le consentement doit être rédigé dans des termes simples et clairs et présenté séparément de toute autre information. Donc, le consentement, c'est quand même important, puis vous devez vous assurer que tous vos formulaires, par exemple, vos formulaires papier, autant si ça concerne les renseignements personnels de vos employés lorsque vous faites de l'embauche, ils doivent être révisés pour qu'ils puissent remplir les conditions de la nouvelle loi 25 au niveau du consentement. Sachez que si un consentement ne respecte pas les conditions qui sont énumérées dans la loi, il pourrait être invalidé. Donc, ça voudrait dire que même un contrat, par exemple, un contrat d'emploi pourrait en théorie être invalidé parce que le consentement était ce qu'on appelle vicié. Essayez d'expliquer dans vos consentements autant que possible les objectifs pour lesquels vous collectez des renseignements personnels, idéalement directement dans le formulaire. Sinon, bien, vous pouvez utiliser aussi le moyen de la politique de confidentialité qu'on verra dans quelques minutes. Et puis, lorsque le consentement que vous faites est destiné à votre personnel, assurez-vous de bien lister toutes les finalités pour lesquelles vous allez pouvoir collecter, utiliser et communiquer les renseignements personnels de vos employés, que ce soit, par exemple, au niveau des assurances invalidité, de la surveillance. Ça peut arriver que des fois, on fasse de la surveillance sur nos employés ou à des fins d'emploi, par exemple. Donc, on va entrer un peu plus en détail dans la loi 25. Ce que je veux que vous reteniez principalement, c'est les 3 grands thèmes qui viennent un peu soutenir les raisons pour lesquelles on a fait ces changements réglementaires. Donc, on augmente le niveau d'imputabilité des entreprises en matière de protection des renseignements personnels. On accroît aussi leurs responsabilités. Donc, de plus en plus, les entreprises doivent savoir ce qu'elles détiennent, savoir comment elles utilisent l'information, savoir comment cette information est protégée, savoir où est-ce qu'on l'envoie. Et puis, cette responsabilité ne doit pas être donnée seulement qu'à une personne, mais ça doit être un travail commun. Et ensuite, plus de transparence. Donc, on vient exiger des entreprises qu'elles décrivent aussi de façon simple et efficace aux clients ou aux employés comment elles utilisent l'information qu'elles collectent.
Donc, la loi 25 est entrée en vigueur dès le 22 septembre 2022. Il y a 3 dates d'entrée en vigueur de la loi, puis il y a différentes obligations qui entrent en vigueur à ces 3 dates d'entrée en vigueur. Donc, la première partie, c'était le 22 septembre dernier. Je vous ai mis sur la diapositive 2 points en couleurs différentes. C'est important, en fait, puis c'est ce que vous devriez avoir déjà mis en place en tant qu'entreprise pour la totalité de vous. Donc, depuis le 22 septembre 2022, toutes les entreprises doivent avoir désigné officiellement un responsable de la protection des renseignements personnels qui devient le point de contact officiel des clients et des autorités à propos de la vie privée dans l'entreprise. C'est aussi au responsable de la protection des renseignements personnels que revient la prise de certaines décisions spécifiques. Il doit être en mesure de pouvoir régulièrement recommander aux différents secteurs de l'entreprise et à la haute gestion des moyens pour protéger la vie privée des employés et des consommateurs. Les entreprises devraient aussi être en mesure de prévenir, détecter et traiter les incidents de confidentialité qui impliquent des renseignements personnels. L'entreprise doit se doter d'outils de déclaration des incidents à l'interne, de processus formels de gestion des incidents, d'un registre des incidents de confidentialité, puis elle doit surtout s'assurer de notifier les personnes concernées puis de mettre tout en œuvre pour éviter tout préjudice potentiel puis tenter d'éviter qu'un autre incident similaire ne se reproduise. Donc, sachez aussi là, que les 3 autres points, en fait, c'est que si vous utilisez de la biométrie, par exemple, avec des horodateurs biométriques ou pour contrôler l'accès à vos locaux, si vous êtes en processus de financement d'entreprise, de fusion ou d'acquisition, aussi, vous devez communiquer des renseignements personnels à des fins d'études, de recherche ou de statistiques. La loi 25 vous impose aussi diverses obligations depuis le 22 septembre 2022. Donc, juste pour revenir sur la notion des incidents de confidentialité, parce que je sais que ça fait beaucoup parler, qu'est-ce que c'est un incident de confidentialité au sens de la loi québécoise? En fait, c'est un accès non autorisé à des renseignements personnels, une utilisation non autorisée de renseignements personnels, une communication non autorisée de renseignements personnels, un vol ou une perte, ou une autre violation de mesures de sécurité ou de protection des renseignements personnels. Il y a un point qui est aussi surligné en plus foncé, c'est l'utilisation non autorisée. En fait, c'est que il y a différentes provinces et au fédéral où on a à déclarer, par exemple, les incidents de confidentialité puis à les traiter. Par contre, au Québec, on a la spécificité d'avoir l'utilisation non autorisée. Donc, par exemple, si vous aviez un employé qui utiliserait des renseignements personnels alors que ses accès ne lui permettraient pas normalement de le faire, il s'agit d'un incident au niveau de la loi québécoise qui doit être traité et déclaré potentiellement. Donc, pour vous donner des exemples un peu plus concrets, justement, on parlait des employés, bien, sachez que si un employé fait du furetage, donc il décide d'aller voir, par exemple, un dossier client qui ne devrait pas avoir accès, c'est un incident de confidentialité. Il est arrivé plusieurs exemples où, par exemple, des employés de banque avaient accédé à des dossiers clients plus de 200 fois avant que l'incident ne soit détecté. Donc, c'est important parce que ça crée potentiellement un préjudice à la personne. Dans le cas qui me vient en tête, c'était une question de divorce qui allait pas super bien. Puis, c'était la nouvelle conjointe. En fait, l'ex-conjointe voulait voir des informations sur la nouvelle conjointe pour être capable d'avoir un peu plus de pension alimentaire. Sinon, je vous ai mis aussi un exemple de correspondance envoyée au mauvais destinataire. On n'y pense pas toujours, mais juste un courriel envoyé avec une personne en copie conforme qui n'est pas la bonne personne puis qui a des renseignements personnels dans le contenu du courriel, c'est un incident de confidentialité. Au même titre que de ne pas encrypter une pièce jointe qui contient des renseignements personnels dans un courriel, c'est un incident de confidentialité. Une boîte de recyclage où il y a des renseignements personnels qui n'ont pas été détruits de façon appropriée, qui devraient être dans un bac de recyclage scellé, par exemple, incident de confidentialité. Ou la perte d'un ordinateur portable. Il y a eu récemment d'ailleurs des décisions des commissaires à la vie privée sur une question comme ça, puis on pourra peut-être y revenir plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un incident de confidentialité qui nous arrive? D'abord, on doit contenir l'atteinte. Ça veut dire qu'on doit essayer de faire en sorte que l'incident s'arrête.
On doit déterminer s'il s'agit d'un incident mineur ou un incident majeur parce qu'on ne répondra pas à l'incident de la même façon si l'incident est moins grave ou plus grave. Généralement, on a un plan de réponse aux incidents qui est prévu. Donc, on a un plan de réponse pour nos incidents mineurs, on a un plan de réponse pour nos incidents majeurs. Donc, dépendamment de la qualification de l'incident, on suit le bon plan. On va évaluer le risque de préjudice sérieux, qui est une notion très juridique, mais dans le fond, c'est un peu une analyse de risque pour voir si la personne concernée par l'incident pourrait potentiellement subir, par exemple, un vol d'identité ou une autre conséquence qui pourrait lui porter préjudice. On doit se poser la question si on doit notifier la personne concernée. Il y a des critères spécifiques qui sont mentionnés dans la loi. Normalement, ces critères-là font partie de vos plans de réponse, donc ça devient facile au quotidien de l'évaluer. Est-ce qu'on doit notifier la commission d'accès à l'information ou un autre commissaire à la vie privée si l'incident concerne des gens qui sont ailleurs qu'au Québec? Pour la notification à la commission d'accès, vous avez des formulaires qui sont directement disponibles sur le site de la commission d'accès à l'information, très important de le savoir. Il y a aussi un registre des incidents de confidentialité à mettre en place et à remplir. Et même si votre incident de confidentialité est mineur et sans conséquence, vous devez quand même l'entrer dans le registre des incidents, parce que des fois, les conséquences, on les évalue mal, puis on ne prétend pas que l'incident est grave, mais en bout de ligne, il y a une conséquence qu'on avait oubliée, puis ça peut générer des plaintes. Donc, il faut absolument mettre tous les incidents, consigner tous les incidents dans le registre des incidents. Et ensuite, faire un post-mortem de l'incident. Pourquoi est-ce important? Parce que la loi vous oblige à faire en sorte de mettre des mesures de mitigation en place dans votre entreprise, changer vos processus, changer vos façons de faire pour éviter que l'incident ne se reproduise, un incident similaire ne se reproduise. Puis la commission d'accès à l'information peut venir vérifier si vous avez mis en place des mesures pour éviter que ça se reproduise. Donc, on va passer aux obligations de 2023. Il y en a quand même beaucoup. On vous les nomme ici en gros, mais je pense qu'on va passer tout de suite à la prochaine diapositive pour aller un peu plus rapidement. Donc, en 2023, vous avez des politiques et des procédures à rédiger, à mettre en place, mais surtout à opérationnaliser dans votre entreprise. Pourquoi je vous dis opérationnaliser? Parce que récemment, il y a la Commission d'accès à l'information. En fait, ce n'est pas récemment, c'est l'an dernier. La Commission d'accès à l'information et le commissaire à la vie privée fédéral ont fait une décision sur l'incident de Desjardins. Et ils sont venus préciser qu'il était essentiel que même si on avait des beaux documents qui étaient tout préparés, qui étaient bien organisés, qui étaient géniaux en termes de contenu, bien, il fallait aussi s'assurer que ces documents étaient opérationnalisés de façon efficace dans tous les secteurs de l'entreprise et que cette opérationnalisation devait être vérifiée et contrôlée. Donc, quelles sont les politiques obligatoires que vous devez mettre en place à partir du 22 septembre 2023? Votre politique interne sur comment vous gérez les renseignements personnels à l'intérieur de votre entreprise, une politique de confidentialité sur votre site Web ou sur papier si vous n'avez pas de site Web, qui vient décrire à vos clients comment vous gérez les renseignements personnels que vous collectez, utilisez ou communiquez à leur sujet. Si vous êtes en ce qu'on appelle en B2B, je vous suggère quand même de faire une politique de confidentialité web. Par contre, le contenu ne sera pas tout à fait le même. On va venir expliquer à nos clients B2B qu'est-ce qu'on collecte, utilise et communique à leur sujet, puis comment est-ce qu'on vient gérer notre programme de protection de la vie privée. De cette façon, on est certain qu'on s'évite quelques réprimandes que ce soit de la part d'un commissaire à la vie privée. Je m'excuse, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Merci. Ensuite, une politique sur la conservation et la destruction des renseignements personnels. C'est spécifiquement mentionné dans la loi. Possible d'intégrer des informations sur la conservation et la destruction des renseignements personnels dans une politique interne, mais par expérience, je vous suggère de faire vraiment deux politiques distinctes parce que souvent, on ne se rend pas compte de la complexité de ce que ça crée de faire une politique sur la conservation et destruction des renseignements personnels.
L'autre politique qui est importante, c'est la politique sur la gestion des plaintes. Vous aviez le droit, avant de porter plainte, s'il y avait quelque chose sur la protection des renseignements personnels. Par contre, dorénavant, ça prend des processus efficaces qui ont bien été testés. Je vous ai mis aussi une liste de politiques qui sont utiles à rédiger. Je ne peux pas passer à travers toutes, mais évidemment, je vous suggère d'avoir un processus sur la gestion des incidents de confidentialité. Comme vous avez vu, ça peut être assez complexe. On passe aux droits des individus. Qu'est-ce que c'est les droits des individus? C'est la question de l'accès à l'information puis de la rectification des renseignements personnels, le droit de porter plainte. Donc, toute personne dont les renseignements personnels sont collectés par une entreprise doit pouvoir avoir le droit d'obtenir l'information, c'est-à-dire avoir une copie de l'information qu'on a collectée, utilisée ou communiquée à des fournisseurs de services, à des tiers qui la concernent personnellement. Il y a différentes obligations à respecter, donc ça aussi, c'est assez complexe. On pourrait faire un 45 minutes rien que là-dessus. Par contre, c'est important de savoir que lorsque vous avez ce type de demande, il faut y répondre. Il y a des délais spécifiques qui sont normalement de 30 jours. Puis si vous ne répondez pas en 30 jours au Québec, en fait, la personne a automatiquement un droit de plainte devant la Commission d'accès à l'information. Il y a des nouveaux droits qui ont été ajoutés avec la loi 25, notamment l'effacement de certains renseignements personnels. Avant qu'on parte une panique, l'effacement de renseignements personnels ne peut pas être fait à tout vent. Il faut réfléchir si on a le droit d'effacer le renseignement personnel, si ça ne bloque pas certaines de nos obligations légales, mais aussi si on a rempli nos délais de conservation qu'on va aborder un petit peu plus tard. On doit donner de l'information sur la façon dont on collecte, utilise et communique les renseignements personnels des personnes sur demande. Je vous ai aussi mis la prise de décision automatisée et la portabilité des données qu'on va aborder un petit peu plus tard. La prise de décision automatisée, c'est dès que vous utilisez des algorithmes. Gardez ça en tête. Il y a des exigences spécifiques si vous utilisez des algorithmes pour, par exemple, déterminer les intérêts d'une personne, si vous utilisez des algorithmes pour faire une décision quelconque sur une personne, il y a des exigences spécifiques à remplir. Notamment, il faut être capable d'expliquer l'algorithme. Les personnes qui sont en intelligence artificielle ou en machine learning trouvent que ce n'est pas nécessairement si simple que ça. Donc, il y a certaines exigences aussi pour la communication des renseignements personnels hors du Québec. Donc, avant de communiquer tout renseignement personnel d'employés ou de clients à l'extérieur du Québec, il va y avoir certaines exigences qui vont être à remplir, notamment faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qu'on va aborder dans quelques secondes. On va être obligé de s'assurer que les renseignements personnels qui sont communiqués à l'extérieur du Québec ont une protection adéquate. On va devoir faire des ententes écrites de façon obligatoire. Puis, ces exigences s'appliquent autant à l'intérieur d'une entreprise du même groupe que pour des fournisseurs de services. Donc, je vous ai mis un petit mot-clé qui était intragroupe. Pourquoi? Parce que si vous avez des entreprises qui ont, par exemple, des ramifications dans une autre province, une suggestion, c'est de faire, en fait, une entente interne qui vous permet de venir vous échanger, communiquer des renseignements personnels entre le Québec, par exemple, puis l'Ontario, on va dire, sans que vous soyez obligé de procéder à l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée chaque fois que vous avez à communiquer les renseignements personnels. Autrement, ça deviendrait un peu trop lourd. Par rapport aux fournisseurs de services, vous avez aussi à avoir un mandat écrit obligatoire, donc des contrats de services qui étaient autrefois faits un peu sur une napkin. Malheureusement, ça ne peut plus fonctionner. On doit avoir une espèce d'annexe qui vient s'ajouter à notre contrat avec toutes les exigences que les fournisseurs de services doivent remplir au niveau de la protection des renseignements personnels. Si vous avez déjà entendu le mot Data Processing Addendum, c'est quelque chose qui est fait déjà en Europe, entre autres. Puis, c'est une obligation qui arrive au Québec. Donc, c'est important de s'assurer que nos contrats avec nos fournisseurs de services sont suffisamment protecteurs au niveau de la protection des renseignements personnels. Ça doit être au moins équivalent, sinon mieux que ce que la loi vous impose au Québec. On doit spécifier dans les contrats des mesures qui servent à protéger l'information. Et le fournisseur ne peut utiliser des renseignements personnels à ses propres fins.
puis ils doivent être détruits dès que les finalités sont atteintes. Récemment, il y a eu une décision qui concernait Tim Hortons, qui utilisait un fournisseur de services américain. Puis dans les contrats, le fournisseur se réservait la possibilité d'utiliser les renseignements dénominalisés. On disait anonymisés, mais ils étaient dénominalisés pour améliorer son service, son application mobile. Puis le commissaire fédéral à la vie privée est venu dire que ce n'était pas suffisamment protecteur puis que normalement, il fallait interdire ce genre d'utilisation à d'autres fins sans consentement. Qu'est-ce que c'est une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée que je vous ai mentionné un petit peu plus tôt? C'est une espèce d'analyse de risque que j'appelle sur les stéroïdes. Ça devrait faire un peu l'objet d'un dialogue entre les équipes qui sont chargées de la protection de la vie privée dans votre entreprise, de l'informatique, des projets, des fois c'est le marketing. Donc, tout au long de la création, de la mise en œuvre puis de l'analyse d'un nouveau projet. Dans quelle situation est-ce qu'une entreprise va avoir à faire une telle analyse? Bien, d'abord, comme je vous l'ai mentionné, avant de communiquer des renseignements personnels à l'extérieur du Québec, avant de communiquer des renseignements personnels si on veut les utiliser pour des recherches, études ou statistiques. Dès qu'il y a un nouveau projet informatique, donc une mise à jour ou développement, refonte d'un système d'information, prestation de services électroniques, et avant de divulguer des renseignements personnels sans le consentement. Donc, je vous dirais que ces évaluations-là deviennent un peu un to-do qui est comme nécessaire et obligatoire à peu près chaque fois où vous avez des nouvelles initiatives. À quoi ça sert? En fait, c'est que ça vient un peu aider l'entreprise à déterminer quelles mesures elle doit mettre en place pour faire en sorte que le renseignement personnel va être protégé tout au long du cycle de vie, ce que je vous avais expliqué dès le départ. Ça vient un peu en lien avec un autre concept que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est le privacy by design, qui est comme la confidentialité par défaut. Donc, on doit vraiment s'assurer que dès le début du projet jusqu'à la fin du projet, les renseignements personnels soient protégés par défaut dans toutes les étapes de nos processus. Il existe toutes sortes de raisons pour lesquelles les entreprises peuvent souhaiter identifier, localiser ou établir un profil de leur clientèle ou de leur personnel. Par exemple, le profilage peut être utilisé pour évaluer des performances professionnelles d'un employé, la situation économique ou financière de la clientèle ou les intérêts de visiteurs d'un site web, par exemple. La localisation, elle peut être utilisée, par exemple, pour suivre les camions de livraison à des fins de sécurité. On peut aussi identifier des gens à des fins d'accès à des locaux. Donc, toutes les technologies qui permettent d'identifier, de localiser ou de profiler des personnes doivent être désactivées par défaut. C'est une spécificité à la loi québécoise. Si vous êtes déjà ce qu'on appelle GDPR compliant, donc conforme à la loi européenne, le RGPD, normalement, ce n'est pas quelque chose auquel vous êtes conforme d'office parce que c'est une spécificité québécoise. Le terme technologie inclut les cookies qui sont placés sur vos sites web. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que la loi 25 m'oblige maintenant à mettre une bannière sur la collecte de renseignements personnels avec des cookies? La réponse, c'est oui. Posez-vous même pas la question, vous devriez déjà travailler là-dessus. Puis, la définition québécoise du profilage est assez large. Puis, elle inclut la collecte et l'utilisation d'informations personnelles dans le but d'évaluer et d'analyser certaines caractéristiques d'une personne, y compris son rendement au travail, sa situation économique, sa santé, ses préférences personnelles, ses intérêts et son comportement. Donc, dès que vous avez des gens qui font de l'intelligence d'affaires ou du marketing comportemental, bien, définitivement, vous êtes sujet à ces obligations. L'exemple le plus évident de la localisation, c'était probablement le GPS, mais toute autre technologie qui vise à faire de la publicité qui est basée sur la localisation, comme le geofencing, les beacons, ça devrait aussi être inclus dans les technologies. Ça doit être désactivé par défaut. Donc, c'est important de faire en sorte que l'usager puisse donner un acte positif et dire que oui, il veut être identifié, localisé ou profilé.
La conservation-destruction, c'est un aspect qui est super important aussi de la loi 25. Vous comprendrez que ça a été un peu amplifié en raison de l'affaire Desjardins. Donc, les entreprises doivent, dès le 22 septembre prochain, établir un calendrier de conservation des renseignements personnels qu'ils ont. Donc, vous devriez avoir identifié les renseignements personnels que vous possédez dans vos systèmes. Dans un calendrier de conservation, on établit des périodes de conservation. Ces périodes-là sont déterminées par certaines règles, des fois auxquelles on est soumis. Par exemple, le secteur financier a des règles particulières versus un autre secteur. Il y a de la jurisprudence, des lois spécifiques, des lignes directrices. Donc, c'est important aussi de venir un peu faire l'amalgame de tout ce à quoi on est soumis pour être capable d'établir des bons délais de conservation. Je vous dirais qu'une meilleure pratique, là, souvent, c'est de se créer un comité à l'interne parce que des fois, il y a des personnes dans des secteurs d'affaires qui ont des informations qui nous manquent quand on établit des délais de conservation, puis qui viennent un peu déterminer aussi quels sont les délais appropriés. C'est très facile de dire on va tout garder pendant 6 ans, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas, ou on va tout garder pendant 20 ans. Il faut être capable de justifier pourquoi on garde le renseignement personnel pendant la période qui a été déterminée. Les renseignements personnels doivent être détruits dès qu'ils ne sont plus utiles aux fins qu'on avait identifiées. Par exemple, si j'ai collecté un renseignement personnel à des fins de pré-embauche, puis que la personne n'a pas été sélectionnée dans le processus, bien, la pré-embauche est terminée. Donc, en théorie, je devrais détruire le renseignement personnel immédiatement sous réserve de certains délais de conservation nécessaires. Il y a la possibilité dans la loi 25 de anonymiser des renseignements personnels. Juste un petit point là-dessus pour vous dire que l'anonymisation de renseignements personnels, c'est un processus qui est très lourd, qui est généralement assez coûteux parce qu'on est obligé de s'assurer que le renseignement personnel, s'il est pris tout seul ou s'il est combiné à d'autres informations, ils ne permettent pas de réidentifier une personne dans aucun cas. Ça nécessite beaucoup de technologies qui sont quand même assez dispendieuses. Généralement, l'anonymisation, à moins que ce soit vraiment des statistiques toutes simples, ce n'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde à l'heure actuelle. Je vous suggère aussi, là, comme je vous disais, de faire votre politique de conservation-destruction parce que c'est dorénavant une obligation de la loi. Donc, en 2024, le 22 septembre 2024, on a une dernière obligation qui est celle de la portabilité des données. Je ne vous donne pas beaucoup d'informations parce qu'on n'en a pas beaucoup, en fait, sur les exigences qui vont déterminer quelles seront les modalités de la portabilité des données, mais globalement, le principe juridique derrière ça, c'est que si, par exemple, je suis cliente d'une institution financière A, puis que je voudrais faire affaire avec l'institution financière B, toutes les informations que j'ai fournies moi-même à l'institution financière devraient pouvoir m'être retournées dans un format que l'institution financière B pourrait prendre, mettre dans ses systèmes automatiquement, puis je n'aurais pas besoin de tout répéter mes renseignements d'identité, par exemple, ou mes renseignements financiers. Donc, la loi 25, important de retenir que vous avez des sanctions qui sont assez imposantes. Il y a en fait une possibilité d'être sanctionné jusqu'à 2 ou 4 % de votre chiffre d'affaires annuel mondial d'entreprise si vous ne respectez pas les obligations de la loi 25, c'est à prendre au sérieux. Il y a également ce qu'on appelle un droit privé d'action. Donc, si par exemple, un de vos employés est responsable d'un incident de confidentialité, puis que ça a causé un préjudice, bien, en théorie, les personnes qui ont été touchées par l'incident pourraient aussi potentiellement avoir un droit privé d'action, donc obtenir des dommages-intérêts compensatoires. C'est extrêmement important que les gestionnaires d'entreprises comprennent leur imputabilité puis leur responsabilité en matière de protection des renseignements personnels. Ça ne peut plus être un sujet qu'on laisse à d'autres personnes. Il faut que vous demeuriez toujours au courant de ce qui se passe dans votre entreprise, que ça devienne un risque qui est identifié au sein de votre entreprise, puis que vous vous gardiez informé, donc que vous exigiez en tant que gestionnaire aussi de l'information qui vous soit remontée de façon fréquente. Donc, quelles sont les stratégies gagnantes que je vous donne? D'abord, important de vous former et vous sensibiliser, mais aussi former et sensibiliser votre personnel
on vient de cette façon prévenir les menaces internes et externes qui pourraient être faites à votre entreprise. D'ailleurs, chez Desjardins, le commissaire à la vie privée fédéral est venu dire que le programme de formation qui avait été fait aux employés n'était pas suffisant, alors qu'il y avait des formations qui étaient obligatoires chaque année sur la sécurité et la protection des renseignements personnels, qu'il y avait des initiatives de sensibilisation qui étaient données de façon périodique, puis des tests de hameçonnage aussi qui étaient faits de façon fréquente. Mais les commissaires à la vie privée sont venus dire que ça prend notamment des moyens de vérifier que les employés ont réellement compris ce qu'ils ont absorber. Donc, ça vous prend, par exemple, des tests, ça vous prend des statistiques. Vous avez besoin de garder un peu de contenu sur la formation puis la sensibilisation, la compréhension, en fait, des enjeux par vos employés. Éventuellement aussi, ça peut devenir un atout pour vous parce que vous pourriez vous en servir aussi si vous aviez à sanctionner des employés de façon plus importante au niveau RH. Mettez en place des politiques internes qui mettent des limites à l'utilisation du matériel que vous fournissez à vos employés, aux accès qu'ils auraient. Un conseil que je vous donne, c'est de faire une attestation annuelle. Donc, faites lire vos politiques les plus importantes à vos employés, faites-les signer, attester qu'ils ont lu et compris vos politiques. Ça devient aussi un outil qui peut vous aider s'il arrivait quelque chose au niveau RH. Obtenez vos certifications de sécurité. Je sais que pour une petite moyenne entreprise, c'est peut-être un petit peu moins facile, mais fixez-vous des objectifs d'essayer de remplir les certifications NIST ou ISO 27001 en matière de cybersécurité, de sécurité de l'information. Vous allez déjà avoir une grande longueur d'avance. Utilisez les services de OneSky, bien sûr. Et révisez vos processus, donc consentement, tout ce qui est consentement. Assurez-vous que ce que vous collectez, c'est réellement nécessaire. Ça, c'est un point qu'on n'avait pas eu le temps de trop passer tout à l'heure, mais vous n'avez pas le droit de collecter de l'information, même si vous avez un consentement, si elle n'est pas nécessaire à la finalité que vous avez choisi d'atteindre. Révisez vos flots d'informations, où est-ce que l'information navigue. Faites vos évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, puis tu sais, vaut mieux en faire plus que pas assez. Prévoyez aussi un programme de conformité complet avec des contrôles, avec des audits. Allez voir dans vos secteurs d'affaires si les gens respectent vraiment vos politiques. Allez voir dans les endroits où est-ce que vous trouvez qu'ils sont plus vulnérables. Faites des tests, puis ramenez ça à votre haute gestion pour que la personne qui soit en mesure, soit votre responsable de la protection de la vie privée ou soit vos hauts gestionnaires, soit en mesure de prendre des décisions éclairées sur quels sont les risques, où sont les vulnérabilités de l'entreprise en matière de gestion des renseignements personnels. Évaluez bien si votre programme de protection de la vie privée fonctionne avant que quelque chose arrive, en fait. Deux petits points que je voulais faire avant de terminer. Maintenant, la loi 25 vous oblige, en fait, c'est plus de la conformité. Autrefois, vous deviez juste comme respecter les exigences minimales de la loi, être un peu en mode réactif, mais maintenant, ça se joue beaucoup plus en amont. On doit gérer les renseignements personnels pendant tout leur cycle de vie. Donc, d'où viennent les renseignements personnels, où est-ce qu'ils vont, à quoi ils vont servir. Puis, vous devez donner le plus possible le contrôle à la personne concernée de ces renseignements personnels. La protection de la vie privée, c'est un retour qui est sur investissement qui est payant. Il y a un véritable engagement un véritable engagement en fonction de la vie privée peut s'avérer payant. 97% des entreprises gagnent un avantage concurrentiel ou la confiance des investisseurs en investissant dans la protection de la vie privée. Il y a plus de 30% des entreprises qui récupèrent au moins le double de leurs dépenses en matière de protection de la vie privée et de la sécurité en 2022. Puis le retour sur investissement au Canada est environ évalué à 1,8 fois les dépenses. Donc, c'est sûr que c'est souvent un investissement qu'on met un peu de côté, on donne du budget à la cybersécurité, on donne du budget au marketing, mais maintenant, vous allez être obligé de prendre en considération votre responsable de la protection des renseignements personnels puis la protection de la vie privée comme étant un risque à part entière. Donc, voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie, puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Parfait. Ben, en fait, les renseignements personnels sensibles, moi, je vous recommanderais déjà, si vous êtes capable de ne pas les transmettre par courriel, ce serait la meilleure option. Donc, utilisez des canaux sécurisés de communication. Des fois, ça peut même être
genre de OneDrive qui est sécurisé. L'important, c'est de bien gérer les accès puis de s'assurer que les pièces sont protégées par mot de passe. Mais si vous êtes vraiment obligé d'envoyer des renseignements personnels par courriel qui sont sensibles, assurez-vous d'abord que la pièce jointe est encryptée par mot de passe et que le mot de passe n'est pas dans le corps du courriel que vous transmettez. Donc, il doit être envoyé par un autre moyen, par exemple par téléphone, par SMS, un autre moyen de communication que le courriel. Ça ne peut pas non plus être envoyé dans un courriel subséquent parce que si, par exemple, la boîte courriel a été prise en charge par quelqu'un, ben en fait, on a déjà la réponse à la question. Non. Et puis la réponse, c'est parce que une politique, ça doit être un peu construit selon vos pratiques d'entreprise. Il n'y a pas de modèle one size fits all qui peuvent faire pour tout le monde. Par contre, ben, il y a des structures un peu qu'on peut effectivement prendre, là, mais je vous dirais que le meilleur moyen de faire des politiques, ben, allez vous inspirer de vos compétiteurs, allez regarder ce qui est fait ailleurs, bien sûr. Nous, c'est un service qu'on offre aussi chez Robic, on peut vous créer des politiques, mais prenez vraiment, gardez en tête, en fait, ce que vous avez à dire à, par exemple, vos clients si vous voulez faire une politique web, puis ben, mettez-le par écrit tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un langage qui est juridique, justement. Ça ne devrait pas l'être. On demande d'avoir des consentements qui sont rédigés en langage simple et clair. Donc, faites-le à votre sauce. Il y a vraiment des belles politiques de confidentialité, surtout des politiques en ligne qui sont disponibles. Honnêtement, je pourrais, par exemple, vous envoyer des beaux modèles que j'ai vus ailleurs, qui sont dans d'autres pays, là, mais il y a moyen de rendre la protection des renseignements personnels le fun, je vous dis. Il faut vraiment juste avoir un peu d'imagination puis penser à ce qu'on a à faire, mais autrement, ça se fait bien. Bon, ça aussi, en fait, c'est, à chaque fois, là, je vais vous répondre avec, genre, il me manque un peu de contexte pour vous répondre de façon appropriée. Normalement, si par exemple, vous avez un réseau partagé entre certains employés qui ont des accès spécifiques, comme c'était le cas chez Desjardins, d'ailleurs, je vais vous donner l'exemple de Desjardins. Il y avait des gens en fait, l'incident s'est passé dans l'équipe de marketing, puis il y avait des gens qui avaient certains accès à certains systèmes, puis il y avait des gens qui avaient certains accès à d'autres systèmes, puis l'équipe 2 n'avait pas accès à des renseignements sensibles, donc par exemple des numéros d'assurance sociale. L'équipe 1 avait accès. En théorie, ces deux équipes-là ne devaient pas se partager d'informations, mais ce qu'ils ont décidé de faire, c'est dans leur réseau partagé, de mettre certains documents pour aider les uns puis les autres. Fait qu'en bout de ligne, l'équipe 2 avait finalement accès aux renseignements personnels auxquels il n'y aurait pas eu accès. Malgré tout, ce fichier-là était comme un fichier public, mais sachez que chez Desjardins, par exemple, il y avait aussi du blocage. Fait que l'équipe 1 n'avait pas le droit, n'avait pas accès à des fichiers de l'équipe 2 et vice-versa. Fait que normalement, ça dépend de comment vous gérez vos accès, mais ça ne peut pas être réfléchi de façon aussi simple.